Chers élèves des classes de première, bonjour. Je suis Monombolu Koko Apollinaire, professeur d'histoire-géographie. Dans le cadre de notre progression en géographie, nous avons abordé le thème 4 intitulé « Le processus de la mondialisation ». Aujourd'hui, nous abordons la leçon 2 intitulée « Les conséquences de la mondialisation ». Alors, pour conduire cette leçon 2, nous allons commencer par la situation d'apprentissage. À la suite de vos apprentissages sur les facteurs de la mondialisation, certains de tes camarades de classe s'interrogent sur l'impact réel de ce phénomène dans le monde. Alors, avec le soutien de votre professeur d'histoire et géographie, vous exploitez des documents pour découvrir les grands domaines d'échange, comprendre le fonctionnement de la mondialisation et apprécier ses avantages et insuffisances. En termes d'introduction, la mondialisation est un processus qui met en relation les différentes parties du monde par des flux de différentes natures. Ainsi, à travers le monde, on assiste à la mobilité des marchandises, des capitaux, des technologies, de modes de consommation, de l'information, et cela dans des temps records. L'espace terrestre en est donc devenu un marché unique ou un village planétaire. Quels en sont les grands domaines d'échange et les influences sur le développement économique de l'espace mondial? Dans notre première partie, intitulée « Les grands domaines d'échange dans l'espace mondial », nous allons d'abord aborder le domaine politique et économique. Sur le plan politique, il s'agit de la gestion internationale des affaires du monde. De ce point de vue, diverses organisations sont dédiées à des secteurs précis pour réglementer la conduite des États face à des problèmes communs. Par exemple, concernant les organisations intergouvernementales, nous avons l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à travers ses institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons l'UNESCO, nous avons la FAO. Ces organisations intergouvernementales édictent des conventions, des résolutions, des normes diverses que des États doivent mettre en œuvre dans toutes les contrées de notre planète. Concernant les organisations non gouvernementales, ONG, ces ONG agissent en dehors des États pour influencer les décisions ou pour proposer des solutions en rapport avec les problèmes de notre vie commune dans le village planétaire. Par exemple, dans l'écologie, nous avons le Greenpeace. Dans l'humanitaire, pendant les guerres et catastrophes naturelles, nous avons Médecins sans frontières. Et dans les droits de l'homme, nous avons Amnesty International. Toutefois, chers élèves, les grands centres de décision du monde sont les trois pôles qui forment la triade. Trois aires de grande puissance. Autour de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Asie du Sud-Est. Ces aires abritent la plupart des sièges de grandes firmes transnationales ainsi que les principales bourses mondiales. C'est aussi au cœur de ces trois pôles que siègent les principaux organismes internationaux. Sur le plan économique, concernant les flux des capitaux, on note la libre circulation des 10 capitaux. Depuis la fin des années 1970, on assiste à une explosion de la finance internationale sous l'impulsion des pôles de la triade. Les flux de capitaux servent d'abord à financer les institutions financières.
60% des 21 000 milliards de dollars de prêts internationaux consentis par les banques l'ont été à d'autres banques. Et les 3/4 des 15 000 milliards de dollars d'obligations internationales ont été émis par des établissements financiers. Ces flux de capitaux génèrent des volumes énormes. Par exemple, à la bourse de New York, plus de 50 milliards de dollars par jour sont échangés par des flux financiers sur un total mondial de 173 milliards de dollars journaliers. La libéralisation de la finance depuis 20 ans s'appuie sur 3D. Il y a une déréglementation qui favorise les procédures du marché. Il y a une désintermédiation qui réduit le rôle des banques commerciales dans le financement de l'économie par le crédit et la création monétaire. Il y a enfin un décloisonnement qui ouvre les marchés à tous les agents économiques sans entrave réglementaire. Qu'en est-il alors des flux de marchandises? Sous ce volet, le volume des produits manufacturés a connu la progression la plus remarquable depuis les années 1960. Ces produits représentent aujourd'hui près de 70% de l'ensemble du commerce mondial, alors que la part des produits agricoles décline régulièrement avec moins de 10% du commerce actuel. La hausse du revenu mondial se dirige vers la consommation de biens industriels et moins vers les produits primaires. Concernant les flux de services, chers élèves, la part des services représente aujourd'hui 20% de l'ensemble du flux du commerce mondial, en augmentation régulière depuis 20 ans. Les pays du Nord jouent un rôle prépondérant puisque les 5 pays les plus industrialisés, que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Japon, représentent les 2/5 des exportations mondiales de services. Dans le domaine socio-culturel, la deuxième sous-partie, le domaine des changes. Sous ce volet, la circulation de l'information en temps réel, avec l'interconnexion et l'interdépendance des événements et de leurs conséquences. On peut aussi noter que la mondialisation a tendance à homogénéiser les cultures mondiales. Certaines cultures s'imposent, d'autres disparaissent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, chers élèves, le cinéma américain devient partout dans le monde une référence, parfois au détriment des industries cinématographiques locales. Aussi, les problèmes environnementaux ont un caractère mondial, avec le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la déforestation et la destruction des écosystèmes, longues sécheresses, canicules d'été, grandioses feux de forêt, etc. Enfin, la prolifération des sectes religieuses, identiques partout dans le monde, et dont la propagation passe par divers moyens de communication, à savoir la télévision, les réseaux sociaux, l'Internet, etc. Grand 2, les avantages et les insuffisances de la mondialisation. Premier élément, les atouts de la mondialisation. Premier atout, l'impact de la mondialisation de l'économie sur le commerce international. Le commerce mondial a crû de 6% depuis 1990, contre moins de 4% par an dans les années 1980. Le commerce international a été multiplié par près de 60 depuis 50 ans. Deuxième avantage, la croissance de l'économie reste forte. Par exemple, le produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire la richesse mondiale, en valeur et en dollars, a été multiplié par près de 30. La libéralisation favorise le financement direct non monétaire, sans création
monétaire, qui privilégie l'épargne préalable. La mondialisation est un facteur de développement. Autre avantage. La mondialisation contribue massivement à l'augmentation de la prospérité à l'échelle de la planète. Elle permet aux pays, quel que soit leur stade de développement, de saisir des opportunités de se développer. Par exemple, les pays d'Asie de l'Est, qui figuraient parmi les plus pauvres de la planète il y a plus de 40 ans, sont pour la plupart devenus dynamiques et prospères en constituant les nouveaux pays industrialisés appelés NPI. Autre avantage, le dynamisme des économies concurrentes. La conquête des marchés mondiaux entre les pays développés a été qualifiée de guerre économique, en particulier dans le domaine de l'électronique, de l'aéronautique et de la haute technologie. Exemple de la technologie numérique autour de la 5G entre Américains et Chinois. Chers élèves, voici les avantages de la mondialisation. Qu'en est-il des insuffisances petit 2? Les insuffisances dans le processus de la globalisation. Sous ce volet, nous avons la domination des grandes zones économiques et des firmes transnationales. Le commerce mondial est pour une part très importante un commerce intra-zone. Les 55 premières firmes multinationales européennes réalisent 37% de leur chiffre d'affaires en Europe. Deuxième insuffisance, l'hégémonie des pays industrialisés. La part des pays industrialisés est prépondérante dans le commerce international. Près de 70% des échanges. Les seuls échanges entre pays développés constituent la moitié des échanges mondiaux. La valeur commerciale des pays développés domine très largement donc les échanges nord et sud. Troisième faiblesse, un commerce déséquilibré entre le nord et le sud. La structure des échanges entre le nord et le sud est très déséquilibrée. Chers élèves, l'Afrique est le continent le moins intégré à la mondialisation, avec moins de 4% des échanges mondiaux. Elle ne fournit que des matières premières agricoles, minières et énergétiques. Alors que les principaux pôles commerciaux du monde sont l'Union européenne avec 43%, les États-Unis avec 13%, la Chine et le Japon avec 33%. Les pays en développement, chers élèves, qui ont réussi leur essor économique sont ceux qui se sont insérés dans le commerce des produits industriels. Alors que ceux qui sont restés bloqués dans les exportations des produits primaires, c'est-à-dire produits agricoles et les minéraux, se marginalisent progressivement. Chers élèves, nous sommes à la fin de la deuxième partie de notre leçon. Je vous soumets une activité d'application pour vérifier les acquis. Consigne. Mets une croix dans la case qui convient selon que l'affirmation est vraie ou fausse. Affirmation 1. Les États les plus dynamiques profitent de la mondialisation pour conquérir des parts de marché et augmenter le volume de leurs exportations. 2. L'expansion rapide des échanges est impulsée par 3 grands pôles de puissance mondiale. 3. Les économies des pays en voie de développement sont bien insérées dans la mondialisation. 4. La mondialisation est à l'origine de la diffusion des technologies. Vous avez quelques instants pour répondre à cet exercice et après,
nous passerons à la correction. Chers élèves, passons à la correction. Affirmation 1. Les États les plus dynamiques profitent de la mondialisation pour conquérir des parts de marché et augmenter le volume de leurs exportations. Vrai. 2. L'expansion rapide des échanges est impulsée par les 3 grands pôles de puissance mondiale. Vrai. 3e affirmation. Les économies des pays en voie de développement sont bien insérées dans la mondialisation. Faux. Faux parce que ces pays, leurs économies sont en marge de la mondialisation. Elles sont des économies faibles. Elles participent donc insuffisamment à la mondialisation. Affirmation 4. La mondialisation est à l'origine de la diffusion des technologies. Vrai. Alors, chers élèves, pour ceux qui ont tout trouvé, bravo, félicitations. Pour ceux qui n'ont pas tout trouvé, remettez-vous au travail. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre leçon. En conclusion, que retenir? Le commerce international globalisé rend toutes les économies nationales interdépendantes. Il fonde désormais l'économie mondiale en rendant le monde de plus en plus proche et petit. Ainsi, les flux de marchandises, de capitaux et de services connaissent depuis la fin du XXe siècle une croissance considérable. Même si ces échanges touchent progressivement toutes les parties du monde, il existe encore d'importantes inégalités entre les pays riches et les pays en voie de développement. Chers élèves, c'était la dernière leçon en géographie, dans le cadre de notre progression. Vous avez bien suivi. Je vous souhaite de prendre soin de vous, mais aussi de vos camarades. Au revoir.